Je vais peut-être commencer par vous, professeur Toutain, peut-être pour nous signifier à quel point, je crois qu'il fonctionne, hein, il est en état de marche, à quel point l'environnement qui est le nôtre va changer très très vite. Et on reviendra tout de suite après sur les médicaments. Vous entendez là, c'est bon ? Oui. Oui, alors je pense qu'il va y avoir une révolution extrêmement importante dans les 20 prochaines années avec un mot-clé qui s'appelle la médecine de précision. Aujourd'hui, le lien entre l'homme et l'animal pour ce qui est l'antibiorésistance, c'est l'environnement. Les antibiotiques vétérinaires exposent les microbiotes intestinaux qui eux-mêmes sont dispersés dans l'environnement. Et c'est là qu'on doit, disons, avoir un impact considérable. Et c'est dans ce contexte que j'ai proposé la notion d'antibiotique vert. Un antibiotique vert, ce ne sont pas des nouvelles classes d'antibiotiques, ce sont les antibiotiques qui sont déjà connus pour ce qui est de leur classe, mais qui vont minimiser l'impact sur les flores digestives et sur l'environnement. Et là, on pourra couper le lien, je l'espère, entre homme et animal. Tout ça, ça va s'inscrire dans une véritable révolution qu'est la médecine de précision, avec des ondes thérapeutiques qui seront ciblées, les médications de masse vont disparaître. Professeur. Ah, ça, oui. J'ai fait ma première erreur de la journée, bon, évidemment. Voilà, okay. Alors, je resitue tout, on va recommencer, désolé pour le direct. Oui. Effectivement, chacune de ces tables rondes a fait l'objet d'un travail très important au préalable, et je m'excuse auprès de Christophe Hunier, puisque chaque table ronde va être introduite par vous, là en l'occurrence, docteur vétérinaire Christophe Hunier. Vous allez nous resituer effectivement cette problématique. On était tellement pressés de commencer que j'avais omis cette première information. Avec toutes mes excuses. Pas de souci. Mesdames, Messieurs les députés élus de la République, chers collègues, acteurs de la santé animale, publique et humaine, Mesdames, Messieurs. En France, les vétérinaires ont un rôle particulier, ancré dans leur ADN depuis leur formation initiale et continue, jusqu'à leurs activités quotidiennes. Nous sommes des acteurs de santé animale, de santé humaine et de santé environnementale. Le concept One Health est une réalité de chaque instant. Via leurs habilitations sanitaires, les vétérinaires sont des partenaires efficaces de l'État dans le suivi sanitaire des animaux et de l'élevage français. Aux côtés de leurs collègues des services départementaux, régionaux et de la Direction générale de l'alimentation, DGAL, les vétérinaires libéraux et salariés des entreprises vétérinaires sont les yeux et les bras de la santé publique vétérinaire en France. 24 heures sur 24, toute l'année, sur tout le territoire, des femmes et des hommes passionnés œuvrent chaque jour pour la santé et le bien-être des animaux, en dehors de tout financement public. Toute action de prévention et de soins thérapeutiques concernant les animaux peut bien sûr avoir des conséquences sur la santé de nos concitoyens via les denrées alimentaires d'origine animale, telles que les œufs, le lait, le miel, viande et abats, ou par des contacts mal gérés. Par leurs compétences et encadrés par une réglementation européenne et nationale, les vétérinaires prescrivent des médicaments en tenant compte de délais d'attente, c'est-à-dire de mise en commercialisation sécuritaire des produits d'origine animale, tout en gardant à l'esprit le double objectif d'apporter les meilleurs soins possibles aux animaux et d'assurer la pérennité économique de l'élevage français. Ainsi, les vétérinaires accompagnent et relèvent les défis sanitaires, alimentaires et environnementaux qui se présentent à notre société et à nos concitoyens. Concitoyens qui réclament une production alimentaire saine, de proximité et respectant bien-être animal et environnement. Tout médicament vétérinaire peut être prescrit et utilisé uniquement s'il est autorisé par une autorité d'évaluation indépendante. L'Agence nationale du médicament vétérinaire, ANMV ANSES, et l'Agence européenne du médicament, EMA, s'appuient sur leurs experts indépendants pour déterminer le rapport des bénéfices et des risques de mise sur le marché de chaque médicament vétérinaire. Le niveau d'exigence réglementaire d'autorisation de mise sur le marché du médicament vétérinaire est au moins similaire à celui du médicament humain, avec en plus deux particularités pour la thérapeutique vétérinaire. La prise en compte des résidus dans les denrées d'origine animale, et donc la nécessaire détermination de délai d'attente avant commercialisation de ces denrées, mais également l'évaluation du risque sur l'environnement et sur le biotope, via une lourde partie d'analyse de l'écotoxicité du médicament vétérinaire. Pourtant, avec toutes ces contraintes réglementaires supranationales et nationales, la profession vétérinaire, via ses organisations professionnelles, ordres, syndicats et OPV à vocation technique, réussit chaque jour le défi d'une meilleure santé animale, tout en garantissant la santé publique et environnementale. Par la co-construction de bases réglementaires avec les administrations et ministères, les vétérinaires ont déjà relevé de nombreux défis. La sécurisation de l'usage des médicaments anticancéreux pour les animaux de compagnie, la préservation des espaces ruraux et naturels en assurant un usage raisonné des médicaments vétérinaires antiparasitaires, ou encore la diminution d'usage des antibiotiques vétérinaires, entre autres. La lutte contre l'antibiorésistance concerne tous les acteurs de santé, dont les vétérinaires. Accompagnés par les plans quinquennaux Éco-Antibio 1 puis Éco-Antibio 2,
instaurée depuis 2012, les vétérinaires, mais également les éleveurs et professionnels de l'élevage, ont atteint les objectifs quantitatifs de réduction d'usage des antibiotiques, au-delà même des espérances ministérielles. La formation continue des vétérinaires assurée sans financement public, l'amélioration des intrants alimentaires, le développement de la vaccination dans les élevages, la mise à disposition et l'utilisation d'outils de diagnostic rapide et performants sont autant de moyens qui ont permis cette réussite collective de diminution d'usage des antibiotiques en un laps de temps extrêmement court. Au-delà de cette diminution d'usage, les indices d'antibiorésistance surveillés par le laboratoire lyonnais de l'ANSES confirment une diminution des bactéries résistantes dans l'ensemble du monde animal français. Alors maintenant, comment pourrons-nous continuer sur cette lancée encourageante ? Après cette phase de précaution d'usage, il nous faut maintenant poursuivre vers la prévention. Nous sommes passés du moins d'antibiotiques vers le mieux d'antibiotiques. Il n'est pas nécessaire de stigmatiser les antibiotiques car les resteront de toute façon pertinents et indispensables pour assurer santé et bien-être des animaux d'élevage et de compagnie. Il est par contre indéniable que des progrès sont envisageables, en particulier pour garantir une exposition efficace des animaux malades à ces substances anti-infectieuses, tout en préservant bien sûr le microbiote de l'animal, mais aussi et surtout le microbiote de l'environnement, qui est l'écosystème bactérien que nous partageons, animaux et hommes. Des concepts émergents d'antibiotiques puissants et éliminés sous une forme inactive dans l'écosystème peuvent conduire à des innovations majeures au bénéfice de la santé animale, environnementale et publique, à condition que la lisibilité réglementaire et donc économique rende ces développements possibles. L'industrie pharmaceutique française et européenne est en pointe dans la recherche et le développement des médicaments humains et vétérinaires. Les gestionnaires du risque doivent prendre conscience que l'innovation ne peut et ne doit pas être tuée par des carcans réglementaires ne reposant pas sur des considérations scientifiques. Éclairer et accompagner les décideurs dans leur lot de responsabilités permettra de tendre vers une meilleure prévention d'usage des médicaments pouvant avoir un impact environnemental. Dès lors, pour mieux prescrire, les vétérinaires ont maintenant besoin d'avoir accès aux données d'écotoxicité, ce qui leur permettrait d'envisager des mesures préventives préservant l'écosystème. Depuis 2015, inscrit dans le Code rural, le Code de déontologie des vétérinaires précise dans l'article R242-46 que chaque vétérinaire veille à une utilisation prudente et raisonnée des agents antimicrobiens et antiparasitaires afin de limiter le risque d'apparition d'une résistance. Mesdames, Messieurs les gestionnaires et décideurs de la politique de santé publique, merci de nous aider à entrer dans l'ère de la prescription durable. Effectivement, l'intro est quand même mieux pour commencer cette table ronde. Alors, vous avez dressé ce panorama. Je signale quand même qu'un groupe de travail, comme je le disais, je crois qu'il était piloté par Pascal Fanuel, a travaillé sur toutes ces thématiques. Messieurs, vous venez d'entendre les tenants et aboutissants de ce groupe de travail. Première question, moi j'avais forcément des questions de journalistes au regard de ce que vous avez travaillé. Le travail a été fait, disiez-vous, et c'est cette fois vers M. Salva que je vais me retourner. Le travail sur l'utilisation et notamment la réduction notable des antibiotiques a été réalisé. Alors, peut-être ma première question, elle est cash. Est-ce qu'on va vers plus d'antibiotiques du tout un jour ? Évidemment non. Évidemment non, mais ça reste. Il me semble que ça reste un combat quand même, parce que on a, notamment du côté de la santé humaine et du corps médical, certaines voix qui s'élèvent en disant on devrait réserver les antibiotiques au traitement de l'homme, eu égard aux grands enjeux et aux grandes peurs qu'on a sur l'émergence de bactéries multirésistantes et résistantes à l'ensemble des molécules connues. Donc il faut rappeler qu'on a besoin en médecine vétérinaire des antibiotiques pour soigner les animaux malades et bien les soigner. Pierre-Louis Toutain a commencé tout à l'heure son exposé sur tout ce qui est médecine de précision. Effectivement, mieux utiliser les antibiotiques, c'est mieux diagnostiquer les maladies, les diagnostiquer plus vite. C'est aussi pour nous, alors on est à l'ANSES à la fois dans l'évaluation des risques, mais aussi dans le monde de la recherche, c'est fournir des diagnostics précoces à la ferme, utilisables et interprétables par les vétérinaires. Je crois que c'est important pour effectivement faire les bonnes prescriptions au bon moment, ne traiter que des animaux malades ou susceptibles d'être en contact avec des animaux malades. Et c'est
cette façon de mieux prescrire qui fera, et de mieux utiliser les antibiotiques, qui fera que demain, on pourra encore les utiliser en médecine vétérinaire. Et encore une fois, quelle que soit l'amélioration des conditions d'élevage, quels que soient les nouveaux systèmes d'élevage qu'on met en place et qui seront peut-être, Loïc Dombreval l'a dit, plus respectueux du bien-être animal, très certainement, c'est une exigence sociétale forte. C'est aussi une exigence de santé pour les animaux. Quels que soient ces systèmes, on aura de temps en temps des agents microbiens, en particulier bactériens, qui nécessiteront un traitement et qui, pour autant, ne condamneront pas les animaux. Donc on aura besoin des antibiotiques. Alors lesquels ? Parce que moi, je me suis un petit peu intéressé à la question. J'ai vu que, pour vous, c'est simple, évidemment, mais qu'il y avait toute une série d'antibiotiques d'usage restreint à usage prohibé, à usage prudent. Comment les choses vont évoluer en la matière ? Bien, on essaye justement de se concerter sur ces usages des antibiotiques, et y compris d'ailleurs sur la réglementation qui est mise en place, avec le monde médical pour savoir quelles sont les molécules que les médecins qualifient de critiques et dont ils ont absolument besoin en avant-dernière ou dernière intention. Alors, dans les molécules, je dirais qu'il y a une molécule qui n'a pas été classée critique, y compris dans la dernière classification de l'EMA, qui s'appelle la colistine, qui est très largement utilisée dans le monde vétérinaire et qui a cette criticité chez l'homme qu'elle est utilisée en dernier recours. Alors heureusement, dans des conditions très particulières, c'est une molécule qui est toxique chez l'homme, et par injection en tout cas, et qu'on doit réserver à des cas en réanimation, quasiment en milieu hospitalier. Heureusement, je dirais, cette molécule n'est pas interdite en médecine vétérinaire, mais on a des objectifs de réduire cette molécule dont on pensait qu'elle ne sélectionnait pas de résistance avec des plasmides. Ce sont ces petits bouts d'ADN qui se transmettent facilement d'une bactérie à l'autre, dont on a découvert il y a maintenant quelques années qu'effectivement, on avait des plasmides de résistance contre la colistine. Les autres molécules critiques sont les céphalosporines, notamment de 3e et 4e génération, les fluoroquinolones, et on a fait l'expérience, par l'erreur, de leur mauvais usage. Quand ces molécules ont été génériquées, donc elles sont devenues un petit peu moins coûteuses, ce qui est un élément important du traitement antibiotique en médecine vétérinaire. Le prix est, en particulier sur les animaux de rente, est quelque chose d'important. On a prescrit en première intention ces molécules et on a vu très rapidement monter la résistance aux antibiotiques d'un certain nombre de bactéries. Si on prend Escherichia coli, par exemple, qui est une bactérie classique dans les grands pathogènes des animaux, en filière volaille, l'utilisation systématique en préventif de céphalosporine pendant quelques années a fait qu'on est passé de 0% de Escherichia coli résistants en filière volaille à quasiment 25%. Et si on s'intéressait aux Escherichia coli qui étaient isolés pendant les 8 premiers jours de vie de l'animal, on ne devait pas être très très loin de 100% de résistance. Ça veut dire que, on le savait, mais il y a un lien très direct entre l'usage et le mésusage des antibiotiques et l'émergence de résistance. À l'inverse, l'utilisation de ces C3G par la volonté des vétérinaires, par la volonté et l'engagement des éleveurs aussi, il faut le rappeler, a été mieux maîtrisée, utilisée dans des bonnes conditions, au cours des 4-5 dernières années, et on est redescendu de 25% de souches résistantes à moins de 5% de souches résistantes. Donc ça veut dire que c'est réversible, tant mieux. Alors c'est pas toujours le cas, ou en tout cas pas aussi vite, mais pour ces molécules c'est réversible, et ça veut dire qu'un usage raisonné, et qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit ces molécules doivent être réservées en deuxième intention, et après un antibiogramme, c'est-à-dire pour s'assurer qu'effectivement les bactéries qu'on vise sont sensibles. Alors après ces molécules, peut-être que le professeur Toutain en parlera, mais elles ont d'autres avantages. Effectivement, elles sont très efficaces, on peut traiter moins longtemps. Et pour moins utiliser ces molécules, on a aussi besoin de redécouvrir les vieilles molécules, mais de les redécouvrir avec des méthodes de prescription modernes, les pharmacocinétiques, pharmacodynamie, qui vont être la base de la prescription vétérinaire pour ces vieux antibiotiques. Elles ont été, pour la plupart, mises en œuvre dans les années 60-70, quand on a découvert ces molécules, avec d'autres méthodes. On a des méthodes beaucoup plus sensibles maintenant, avec d'autres connaissances du monde microbien aussi, et des mécanismes de résistance. Et donc il faut revoir, probablement,
les modes d'utilisation de ces molécules. Et en ce sens, l'Agence du médicament et l'ANSES ont rendu un avis il y a 2 ans sur ce sujet, en donnant quelques grandes lignes pour revoir ces PKPD, donc ces pharmacocinétiques, pharmacodynamiques des vieux antibiotiques, pour redécouvrir un petit peu ces vieux antibiotiques. Et on voit bien que la diminution globale des antibiotiques, y compris de l'utilisation des antibiotiques, y compris à diminuer la résistance chez les bactéries pathogènes, y compris au tétracycline, qui est un vieil antibiotique qui était largement utilisé. Et on a de nouveau des bactéries sensibles au tétracycline en médecine vétérinaire. Donc il y a un effet global de la prise en compte de la réduction des résistances. Mais j'étais un peu long dans ma réponse. Pas du tout, c'était clair. Professeur Toutain, donc je vous ai coupé tout à l'heure, mais vous étiez déjà parti sur les antibiotiques verts. Je voudrais juste revenir un tout petit peu avant, faire un peu de pédagogie, hein, c'est mon métier premier. Effectivement, pendant des décennies, les vétérinaires ont prescrit, c'était la société, c'était l'époque, c'était un système, beaucoup d'antibiotiques, de façon, j'allais dire, préventive également. Ça posait quoi comme problème et qu'est-ce qui aujourd'hui est en train de switcher, de changer? Ce qui change, d'abord, il y a des pratiques qui sont désormais complètement interdites. On ne peut plus utiliser comme facteur de croissance, par exemple. Ça, c'était réglé dans les années 2000. Hein. Ce qui va changer dans les 20 prochaines années, c'est tout ce qu'on appelle les médications de masse. Aujourd'hui, on n'a pas de moyens techniques pour isoler un animal malade et on traite simultanément tout un groupe d'animaux et ça fait des grosses consommations. Avec les technologies de demain, au moins pour le porc, hein, et aujourd'hui il y a beaucoup de start-up qui travaillent là-dessus, on sera capable d'identifier individuellement un animal et de le traiter individuellement. Il y a des travaux de recherche, y compris en France, à Toulouse, hein, qui se mènent là-dessus. Pour les bovins également, ce sera un peu plus dur pour le poulet. L'imagerie, l'intelligence artificielle, les imprimantes 3D, tout ce qui est la connectique vont bouleverser les traitements dans les 20 prochaines années. Et donc, ça veut dire qu'on a déjà réduit de plus de 40 ou 45%, oui. Mais ça va encore se réduire drastiquement. Cette réduction a lieu, j'ai envie de dire, dans le corpus doctrinal actuel. Là, on va avoir des ruptures technologiques qui vont se produire, qui vont permettre d'aller beaucoup plus loin. Ça a été bien dit. Hein. Alors d'abord, l'antibiotique, ça va être un produit cher. Hein. Les génériques ont été un mauvais coup, par exemple, hein, sur la consommation. Ça a été montré. Enfin, on ne comprend pas que la même administration essaie de limiter les antibiotiques et en baisse les prix, quoi. Hein. C'est quelque chose de pas logique. Hein. Et aujourd'hui, on a besoin de produits innovants justement pour répondre à ces nouvelles techniques d'administration et de diagnostic. D'où ces antibiotiques que vous appelez verts. Qu'est-ce qu'ils ont de différent et de particulier? Eh bien, ils sont optimisés dans des classes thérapeutiques qui existent actuellement, notamment dans les céphalosporines, pour ne plus impacter les flores digestives et l'environnement. En gros, c'est un antibiotique qui n'est pas éliminé par l'intestin et qui est immédiatement détruit dans l'environnement. Et ça, c'est techniquement faisable, sans avoir... Il est clair que jamais en vétérinaire, on ne pourra commercialiser une nouvelle classe d'antibiotiques. On ne pourra pas. Hein, ça ne sera jamais permis par aucune agence. Par contre, si on arrive devant une administration en disant « nous sommes beaucoup plus éco-responsables et vertueux », je ne vois pas pourquoi ils refuseraient. Et ça, c'est vraiment un point clé. Hein. Les industriels n'investiront jamais si dans les 10 prochaines années, ils ne sont pas sûrs qu'on va les recevoir favorablement avec ça. Et je pense que les industriels vont pouvoir parler là-dessus. Exactement, et je vais passer tout de suite la parole peut-être à Philippe Tessier pour commencer. L'industrie, aujourd'hui, on a le sentiment qu'elle est à la croisée des chemins parce que vous m'expliquiez que vous êtes finalement dans une situation d'attente de développer des produits qui sont très longs, très coûteux à développer, et en même temps dans une incertitude réglementaire qui fait que, si j'ai bien compris, vous êtes un petit peu dans les starting blocks, mais sans bouger pour le moment. Comme l'a dit Pierre-Louis Toutain, la problématique en matière de recherche, c'est d'avoir un retour sur investissement. Il est bien évident que nous n'avons pas les moyens de la santé humaine pour développer de nouveaux médicaments. La réglementation actuelle ne nous encourage pas à travailler sur les antibiotiques. Et il y a déjà bien longtemps, et déjà du temps de Pasteur, à l'époque où on n'avait pas d'antibiotiques, le fait de vouloir améliorer le sort des animaux et leur bien-être, la seule possibilité qui était offerte, c'était de développer des vaccins. Il y a donc pas mal de compagnies pharmaceutiques qui agissent dans le domaine de la santé animale qui ont pris cette orientation il y a déjà fort longtemps. Et il est certain que nous avons contribué à la réduction de l'utilisation des antibiotiques de façon forte, notamment en faisant la promotion des vaccins, parce que prévenir, c'est mieux que guérir. C'est mieux à la fois en termes d'impact économique pour les éleveurs. On s'est rendu compte également, et il y a de nombreuses études qui le montrent, que la réduction d'utilisation des antibiotiques ne se fait pas au détriment de la productivité. Les animaux bénéficient de protections maintenant qui leur permettent d'exprimer leur potentiel génétique, ceci avec les progrès également du bien-être animal, le respect des normes, qui leur permet d'avoir une carrière finalement plus courte.
Et donc, en matière d'impact environnemental, ce n'est pas seulement des résidus de médicaments qui se retrouvent dans l'environnement, c'est également les effluents qui contribuent notamment aux gaz à effet de serre, qui sont réduits. Donc je pense qu'on est effectivement dans une période où l'intelligence vient au secours des demandes sociétales. On a vu par exemple des groupes comme le groupe Carrefour depuis fort longtemps travailler en collaboration avec la Coperle pour donner un petit bonus sur les porcs qui étaient produits sans antibiotiques, bien avant qu'on ne parle de plan éco-antibio. Mais ce mouvement s'est accéléré avec la demande sociétale de diminuer l'utilisation des antibiotiques, pas seulement pour préserver la santé humaine, mais également dans un souci d'avoir une alimentation entre guillemets plus saine. Et je constate que de notre côté, on a pu substituer très facilement les ventes des antibiotiques par les ventes des vaccins qui contribuent à sortir maintenant des bandes entières de porcs qui sont dites sans antibiotiques, au moins au-delà du sevrage. Donc on pourra faire mieux, comme le dit Gilles, hein, ce n'est pas un problème. On continuera à descendre les quantités, les tonnages. Maintenant, effectivement, il est temps de se préoccuper de savoir ce qu'on utilise encore et si ça a un impact délétère sur l'environnement, il faut effectivement maintenant réfléchir et éventuellement infléchir la réglementation pour ne pas préparer une bombe à retardement dans les années qui viennent. Bertrand Avrilec, infléchir peut-être la réglementation, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça peut signifier? Alors tout d'abord, ça marche ? Oui. Tout d'abord, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit mon confrère. Le gros souci qu'on a dans les industries, c'est la visibilité réglementaire. C'est-à-dire que développer un médicament, un nouveau médicament, quel qu'il soit, un biologique ou pharmaceutique ou autre, ça prend entre 10 et 15 ans. Donc, entre maintenant où la réglementation autour des antibiotiques varie énormément et très vite, et l'arrivée de ces nouveaux médicaments, il faut aussi se dire qu'il y aura 10 ou 15 ans de difficultés. Donc déjà, moi je pense qu'il faut avoir une vision plus holistique des choses, enfin, et je vois qu'on l'a déjà, et de se dire que au-delà des antibiotiques ou des nouveaux antibiotiques qui mettront du temps à arriver, il faut peut-être effectivement mettre la pression sur les vaccins, sur des produits immunomodulateurs ou de micronutrition qui, bien utilisés, bien sûr, ne seront pas forcément toujours aussi efficaces qu'un antibiotique sur l'animal malade, mais qui, en termes de raisonnement autour du troupeau, amèneront une diminution des pathologies et donc une diminution de l'utilisation des antibiotiques. Donc je me dis que là, au niveau de la réglementation, il y a sans doute du travail à faire tous ensemble pour essayer de voir comment, dans un cadre réglementaire qui est assez strict, on peut aussi interpréter ces règles de manière assez pragmatique pour peut-être, et en montrant l'exemple en France d'ailleurs, je me tourne dans le sens, arriver à avancer sur une vision plus large des choses et moins stricte au regard de la lecture et de l'interprétation réglementaire. Et ce qui est certain, c'est que je pense que dans les industries, oui, on s'y prépare. Oui, on ne fait pas partie d'un monde différent des autres. On fait partie du même monde que vous tous. On est à l'écoute de la société, mais on ne fait pas la réglementation. On la subit, on l'applique. Et on l'applique au plus juste de l'interprétation qu'on en fait avec les agences réglementaires. Donc c'est pour ça que c'est un travail commun et d'ensemble où il faut qu'on puisse progressivement se dire, et en plus il y a un nouveau règlement qui va arriver et qui va rentrer en application en 2021 ou 2022, c'est comment on interprète sa réglementation. Qu'est-ce que ça nous permet de faire? Et si on veut effectivement combattre l'antibiorésistance, c'est où est-ce qu'on peut mettre une forme de pragmatisme qui nous permet, industriels, d'amener sur le marché des produits qui permettront de limiter l'usage des antibiotiques ou en tout cas de mieux les utiliser. Alors, un point qui a été souligné par Christophe Hunier tout à l'heure dans sa présentation, c'était, si j'ai bien compris, hein, Monsieur Hunier, le manque d'accès ou d'information parfois sur la façon dont les antibiotiques qui sont prescrits interagissent ou impactent l'environnement. Et je sais que là-dessus, l'un et l'autre, vous vouliez intervenir parce que vous dites, en définitive, cette information, elle existe. Et oui. Je vous laisse réagir et puis ensuite, c'est M. Salva qui on a eu un débat où on dit que l'information n'existait pas. Alors effectivement, elle n'apparaît pas dans les... On parle de quelle information? Sur les cotox, sur la partie cotox. Comment tel ou tel produit est éliminé dans l'environnement, combien il dure de temps, quel niveau on en retrouve dans les fesses, etc. Est-ce que ce que je prescris impacte durablement l'environnement. Alors ces informations existent, dans la plupart des cas, sont publiques, plus ou moins complètes. Dans la boîte?
alors, pas dans la boîte, justement. Elles n'apparaissent pas de manière claire, effectivement, dans les étiquetages, parce que ce n'est pas ce qui est réglementairement exigé. Ce n'est pas une question qu'on ne veut pas le faire. Hein. Il suffit qu'on nous demande de le faire pour qu'on puisse imprimer sur les packaging ces éléments-là. Mais par contre, elles sont disponibles. Elles sont disponibles sur les sites des agences européennes ou nationales, pour la plupart des médicaments. Il y a même un exercice de transparence qui existe en Europe qui permet à tout le monde de pouvoir demander des éléments supplémentaires. Alors certes, je lance un pavé dans la mare parce que là je ne suis pas très sympa pour l'agence qui risque de recevoir des centaines de demandes, mais ces procédures existent. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les informations sont disponibles pour la plupart des cas, ne sont pas forcément facilement interprétables, mais elles existent, il faut aller les chercher. Et ce n'est pas forcément facile d'aller les trouver, c'est vrai. Peut-être un petit commentaire sur le plan réglementaire. Le dossier Ecotox en médecine vétérinaire est beaucoup plus avancé que du côté humain. Ça, c'est sûr. Deux, pour ce qui est des antibiotiques, la ligne directrice est claire. On étudie le sort de la molécule chimique, mais elle exclut de son champ d'investigation l'antibiorésistance, ce qui est quand même un petit peu dommage dans ce cas-là. C'est nommément dit, et donc dans l'avenir, ils vont devoir réfléchir à cette question-là. Hein. Mais je pense que effectivement, l'accès aux données, ce sont des données propriétaires, hein, ne sont pas forcément... Et puis beaucoup de nos antibiotiques sont quand même tellement vieux que je serais curieux de savoir ce qu'il y a dans le dossier. Hein. Entre deux, c'est avant même les AMM. Hein. Alors, c'est pas tout... Oui, alors, c'est vrai qu'il y a certains... En fait, il y a beaucoup d'antibiotiques qui, dans les dernières années, ou de produits, hein, au travers des procédures d'arbitrage européennes, autour de l'écotox, les firmes ont été obligées de renouveler les informations et de générer tout un tas d'informations. Et effectivement, je suis assez d'accord, ces informations-là, elles ne sont pas faciles à trouver. Mais elles existent. Mais elles ne sont pas faciles à trouver. Monsieur Salva, moi j'ai bien compris que le vétérinaire est en train d'investir un champ nouveau dans un monde qui évolue très vite, qui change avec des pratiques, on y reviendra tout à l'heure, qui vont évoluer avec de nouveaux produits ou d'autres produits utilisés différemment. Est-ce que le préalable, déjà, ce ne serait pas qu'il ait toute l'information? Alors, M. Avrilec dit qu'elle est disponible. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce point précis, sur l'impact environnemental de l'utilisation ou pas de certains médicaments? Évidemment, le vétérinaire est un scientifique, hein, avec une formation scientifique solide, donc il est capable d'interpréter ces données. Encore faut-il qu'elles soient facilement accessibles. Et puis, quand on parle d'antibiotiques dans l'environnement, ou de gènes de résistance dans l'environnement, ou de bactéries résistantes dans l'environnement, on ne parle pas de la même chose. Et on parle d'effets très divers. Et alors, la question, c'est est-ce qu'on parle de l'effet sur l'écosystème du sol et l'écologie microbienne du sol, par exemple? Et là, il faut aussi des compétences en agronomie. Est-ce qu'on parle du fait qu'on a certains antibiotiques qui ont des rôles dans leurs molécules de dégradation, notamment de perturbateurs endocriniens ou de choses comme ça? Donc on a des effets sur l'écosystème et sur l'environnement qui peuvent être très variés. Et après, il appartiendra probablement dans les années futures de prendre en compte ces impacts environnementaux en priorisant ces impacts environnementaux et en priorisant ceux contre lesquels on veut se prémunir. Et je ne suis pas sûr que chaque vétérinaire doive faire son analyse de risque propre quand il prescrit un médicament, parce que ça va devenir extrêmement compliqué. Ça met en jeu... ne serait-ce que pour parler de la circulation de l'antibiorésistance dans l'environnement, le rôle de morceaux d'ADN nus dans la circulation, la transmission de cette antibiorésistance, on ne le connaît pas très bien. On commence, ça fait une petite dizaine d'années qu'on a des programmes de recherche sur le devenir des antibiotiques et le devenir des bactéries résistantes dans l'environnement. Et quel est leur rôle dans la transmission à l'animal, dans la transmission à l'homme. Donc on est encore en train de construire la connaissance là-dessus. Hein. Il faut quand même en être conscient. Après, je partage le fait que, alors effectivement, quand on développe de nouvelles galéniques pour un antibiotique, par exemple pour le vectoriser, pour l'amener là, sur l'organe sur lequel on a besoin qu'il fonctionne, par exemple, sur le système sur lequel on a besoin qu'il fonctionne. Quand on développe de nouvelles galéniques pour avoir des adsorbants des antibiotiques au niveau du côlon, là où les antibiotiques ne servent plus
du point de vue thérapeutique, mais vont sélectionner des bactéries résistantes qui vont être rejetées dans l'environnement, là, effectivement, il faut que les industriels aient un certain nombre de garanties sur la protection de leurs données et leurs brevets. Il faut qu'ils aient un certain nombre de garanties sur l'avenir commercial de ce qu'ils vont proposer. Alors, si on parle des adsorbants, par exemple, des antibiotiques au niveau du côlon, il y a des molécules qui existent, il y a des sociétés qui se sont montées autour de ça. La question, c'est aussi le consentement à payer. Est-ce que l'éleveur va être prêt à payer plus cher pour une molécule qu'on rajoute pour éviter l'effet sur l'environnement, alors même qu'il n'est pas obligé de la payer parce que ça ne changera rien sur l'efficacité thérapeutique de la molécule sur son animal. Donc il y a un problème de consentement à payer. D'où le rôle du vétérinaire dans sa relation avec l'éleveur, j'imagine, et dans sa capacité à pouvoir lui expliquer qu'il est aussi une sentinelle du bien-être environnemental. Exactement. Et l'environnement, c'est pour tout le monde. Exactement. Et donc ça veut dire, alors après, je suis pas... vous l'avez bien compris, j'appartiens à une agence de sécurité sanitaire, je ne suis pas un spécialiste du marketing, mais il faut quand même marketer l'offre, quoi. Parce que quand on veut, et on a un certain nombre de sujets comme ça où, oui, il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye, et effectivement, à un moment donné, c'est pas forcément l'éleveur, ou en tout cas, ça doit être pris en compte dans un certain nombre d'autres facteurs. Ce qui est sûr, c'est que... alors, on disait tout à l'heure, effectivement, l'agence, la NMV, l'agence l'ANSES impose un certain nombre de choses réglementaires. Alors, on n'impose rien du point de vue réglementaire, on ne fait pas la réglementation. Je vous rappelle que la réglementation est faite par les ministères. Nous, on est évaluateurs, avant tout. Alors, on applique la réglementation, on délivre quand même les autorisations de mise sur le marché, on a cette responsabilité. Et je dois dire que j'ai le sentiment que l'Agence du médicament consulte beaucoup l'industrie, en toute indépendance, mais pour essayer de porter au niveau européen, dans le cadre de la réglementation européenne sur le médicament vétérinaire, justement, un certain nombre de messages sur la simplification de certaines procédures d'AMM, alors pas forcément sur les antibiotiques, mais sur certaines alternatives. Pour que justement ces alternatives ne soient pas allez, je vais reprendre l'expression, poudre de perlimpinpin, pas très évaluées et dont on nous dit qu'elles fonctionnent parce que quand on croise les doigts et qu'on regarde le ciel, elles fonctionnent. Donc alternative, oui, mais sérieux. Alternative, oui, mais avec... là encore, c'est pareil. On va vendre ces alternatives à des éleveurs, à des consommateurs. Pour la médecine humaine, il est important qu'on leur vende pas que du rêve et un petit peu d'efficacité. Alors évidemment, ce n'est pas forcément les mêmes méthodes d'évaluation qu'un antibiotique. Quand vous utilisez des huiles essentielles, par exemple, en mélange, ça accompagne des méthodes d'élevage, ça accompagne un environnement de l'animal, ça accompagne un type d'alimentation de l'animal, c'est intégré dans un système global. Donc on a besoin d'évaluation et on essaye de porter ce message, de simplifier un certain nombre de procédures d'AMM, justement pour qu'un certain nombre de solutions accèdent au marché du médicament vétérinaire, qui est beaucoup plus sûr que d'autres marchés de produits, à usage thérapeutique. Donc ça, c'est important de porter ce message. On ne gagne pas toujours sur la simplification des AMM. Malheureusement, je pense que la cause est perdue. Mais sachez aussi qu'on est bien conscient de l'importance des nouvelles molécules. On a dit qu'il n'y aura pas de nouveaux antibiotiques en médecine vétérinaire. Par contre, de nouvelles manières de les administrer, avec de nouvelles galéniques, avec de nouvelles posologies qui vont moins sélectionner des bactéries résistantes, très certainement. Encore faut-il être capable de les protéger pour que celui qui fait la R&D puisse en tirer un bénéfice, sachant que, effectivement, tout cela, à la fin, c'est aussi fait pour tirer un bénéfice de la vente de ces médicaments. Vous vouliez réagir, mais oui, pour ceux à venir, en tout cas, ne pas répéter les erreurs du passé. Alors, oui, je voulais réagir sur un point, là, les absorbeurs d'antibiotiques dans l'intestin. Virbac avait travaillé dessus. Et on était assez avancé et on a arrêté. On a arrêté parce qu'on ne savait pas comment le vendre. Donc on revient exactement à ce que vous dites. Alors on a arrêté il y a 10 ans. Et donc le monde change. Donc peut-être que dans 5 ou 6 ans, avec les confrères prescripteurs, ça peut changer. Puis il y avait un autre problème, c'est comment on peut le mettre sur le marché. Dans quel cadre réglementaire ?
Parce que ça ne traite pas, ça ne prévient rien. Quand on regarde la réglementation, on ne sait pas comment faire. Donc il y a des fois des vides juridiques ou des vides réglementaires qui font que certaines bonnes idées, on ne sait pas comment les développer, on ne sait pas comment les amener sur le marché. Donc ça, c'est un commentaire. Je ne pense pas qu'il y ait une solution simple à tout ça. Ça demande sans doute des échanges. Je vais un deuxième commentaire. Pour travailler avec d'autres agences en Europe, on a la chance quand même en France, maintenant, d'avoir une agence intelligente. Et je devais le dire, parce qu'on est tous un peu des gilets jaunes. Donc, je tenais quand même à le dire. On a des personnes avec qui on peut parler, on peut discuter. Et voilà, c'est tout à votre honneur, donc merci. Mais néanmoins, effectivement, il y a encore du travail à faire. Et je pense que l'exemple des adsorbers, c'est un très bon exemple à se poser en disant, mais comment on peut mettre un produit comme ça sur le marché, et au-delà, avec les confrères, comment on peut le vendre. Voilà, parce que qui va supporter le coût? Et ça, c'est un problème. Voilà. Christophe, vous voulez réagir? À ce propos, les prescripteurs, dès lors qu'ils disposeront de l'information de la persistance dans l'environnement d'un certain nombre d'antibiotiques anciens dont on essaye de leur inculquer un usage important par rapport à ce qui se faisait avant, en remplacement de ce qui... Quand ils apprendront que certains antibiotiques persistent 3 semaines, 1 mois, 6 mois, éventuellement dans certaines conditions, s'il y a cette alternative d'utiliser des absorbeurs, ils y souscriront, il n'y a pas de souci. Après, il faut trouver les bases réglementaires de la mise sur le marché. Mais c'est pour ça qu'on a besoin de ces informations d'écotoxicité, de persistance dans l'environnement, pour que ça puisse être un argument aussi auprès des éleveurs et auprès des prescripteurs. Peut-être un commentaire pour les absorbeurs pour terminer. Ça avance du côté humain quand même, c'est la même molécule, on la connaît bien. Il y aura forcément des solutions un jour. Ce que je voudrais dire, c'est que ce qu'on attend des agences, c'est pas de dire non, principe de précaution, qui normalement est un principe d'action, mais de dire oui, ce qui est beaucoup plus difficile, ce qui veut dire qu'elles ont compris ce qu'est l'avenir et elles prennent elles-mêmes un risque en faisant cela. Et surtout de ne pas envoyer des contre-messages. Dans ce qui a été dit, par exemple, dans les innovations possibles, il y aura des nouvelles associations. L'agence a écrit noir sur blanc qu'il ne voulait pas avoir d'association. Je suis désolé, mais la trithérapie est passée par là, la lutte contre la tuberculose est passée par là, et beaucoup de spécialistes en médecine humaine estiment que des associations intelligentes, non pas pour étendre les spectres, ça c'est terminé, mais pour prévenir l'émergence de résistance, vont être une des solutions dans l'avenir. Donc il ne faut surtout pas que l'agence dise « nous ne voulons pas avoir d'association ». Philippe Tessier, quelle est votre position sur cette question? Déjà un petit commentaire. Au bout du compte, c'est toujours le même qui paye, c'est le consommateur. Donc moi, je ne me fais pas de soucis. À partir du moment où on rémunère justement l'éleveur pour des pratiques vertueuses, il est logique que toute la chaîne de distribution des denrées animales soit valorisée et qu'au bout du compte, si le consommateur est demandeur d'efforts particuliers dans ce domaine, il acceptera volontiers de rajouter quelques centimes. Donc ça, c'est le marketeur qui vous parle. C'est ce qui se passe sur l'exemple que vous avez mentionné de ces cochons sans antibiotiques. Apparemment, il y a une volonté de payer plus cher pour des produits bio, dont on n'est pas certain que la qualité ni nutritive ni sanitaire soit supérieure. Je ne vois pas pourquoi les choses qui seraient démontrées ne permettraient pas d'obtenir un surplus de prix de vente qui permettent d'absorber ce genre de coûts. D'autant plus que, comme le soulignait Pierre-Louis, on va de plus en plus vers une médecine ciblée. Donc les quantités de produits qu'on va utiliser seront utilisées sur les animaux traités et uniquement cela. Donc je ne suis pas certain qu'il y ait un impact économique délirant en bout de chaîne. Par ailleurs, traiter c'est bien, mais prévenir c'est quand même mieux. Et indépendamment donc, des vaccins, je sais que la plupart des laboratoires ont quand même monté des départements de recherche assez importants, notamment sur l'équilibre du microbiote, puisque c'est essentiellement la flore qui nous intéresse, la flore digestive. Et il y a beaucoup de recherches faites dans de nombreux domaines, que ce soit avec des produits naturels ou avec éventuellement du génie génétique. Il est certain que de ce point de vue-là, on permettra aussi, indépendamment de l'utilisation des vaccins, de prévenir les maladies avec des animaux plus résistants. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'avant les vaccins et avant les antibiotiques, il y avait quand même la possibilité pour les animaux de se défendre contre les maladies, ça s'appelle le système immunitaire. Donc à partir du moment où effectivement on met l'animal dans de bonnes conditions pour que son système immunitaire soit capable de gérer la plupart des infections débutantes,
on pourrait trouver des solutions intéressantes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on débat donc de la présence de résidus d'antibiotiques dans le milieu extérieur. Je ne voudrais pas que, pour les mêmes raisons de principe de précaution, on nous fusille les antiparasitaires, parce que n'oublions pas que les parasites sont des grands immunomodulateurs, voire immunosuppresseurs, en modifiant la balance TH1, TH2, bon, je m'adresse un peu aux spécialistes là, qui permettent quand même aux individus de se défendre de façon tout à fait satisfaisante contre les infections virales et bactériennes. Mais si vous avez beaucoup de parasites à côté, votre système est handicapé. Donc on sait que certaines molécules antiparasitaires ont un impact lourd sur l'environnement. Un certain nombre de présentations ont été retirées du marché. Je pense au Bolux d'ivermectine qui délivrait par animal des quantités faramineuses. C'est intelligent de l'avoir fait. Par contre, je ne voudrais pas que, et on l'a vu récemment, l'agence a refusé une forme longue action d'un certain antiparasitaire au prétexte que les résidus dans l'environnement seraient en quantité relativement importante, sans que je sois persuadé que la destruction de cette molécule par les rayons ultraviolets ne garantisse pas justement l'élimination de l'impact négatif de cette molécule dans l'environnement. Alors, une chose est certaine, et vous l'avez mentionné tout à l'heure, hein, on s'oriente donc vers un changement total de l'environnement, vers une demande sociétale hein, qui va sur les circuits courts, sur le bio, sur les notions et les aspects liés au bien-être animal, aux conditions d'élevage. J'ai envie de vous poser la question à tous hein, successivement. Et donc le vétérinaire là-dedans, quelle place il prend est-ce que ce n'est pas une chance finalement j'allais dire presque un moment historique? Alors, moi je pense qu'effectivement, l'évolution actuelle, c'est une vraie chance pour la profession. Le bio va monter, on le sait, et c'est favorable. Ce qui va poser des nouveaux problèmes, les animaux vont être un peu plus dehors et vont vivre. Et donc ça va poser des nouveaux problèmes de thérapeutique. Les contaminations vont venir maintenant de l'environnement, donc le vétérinaire devra gérer ça. Et comme on l'a dit, il devra vérifier qu'à l'autre bout, on ne contamine pas nous-mêmes l'environnement. Et qui paye les externalités, hein, c'est bien ce qui a été dit. Hein. Donc c'est une véritable opportunité qui va remettre les savoir-faire, je crois, d'un vétérinaire au cœur du problème. Ce ne sont plus des armées de techniciens qui vont décider de façon 6 mois à l'avance ce qu'on doit faire. Il y aura vraiment des véritables réflexions et c'est vraiment une opportunité ce qui se présente. Il ne faut surtout pas avoir peur de ce qui est en train de se passer. Il faut le comprendre et le saisir. Oui, moi je suis tout à fait aligné avec ça. Ça va être difficile parce qu'il faut changer les pratiques, il faut changer les mindsets, il faut changer plein de choses. Et je pense que pour les vétérinaires praticiens du terrain, ça va être compliqué, très compliqué. Mais je pense que c'est effectivement, en tant que vétérinaire, je ressens la même chose. C'est une vraie opportunité de remettre le vétérinaire au centre et de remettre le vétérinaire dans ce qu'il sait faire de plus noble, c'est-à-dire le diagnostic, et choisir la bonne thérapeutique au bon moment pour le bon animal, exactement ce qu'il faut. Bon, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, et quand c'est compliqué, on parle toujours aussi argent et rémunération, parce que si je comprends bien, vous êtes en train de nous parler d'un modèle où ce qui va primer finalement, c'est le conseil, c'est l'anticipation, plus que la prescription. Monsieur Salva, ça, tôt ou tard, et probablement tôt, ça pose un problème. Alors, à la fois, ça pose un problème et c'est une solution, parce que les vétérinaires sont pas formés pour vendre des médicaments. Ils sont avant tout formés pour soigner c'est d'abord des cliniciens. Et donc, la clinique, c'est quand même une approche intellectuelle, raisonnée, d'un problème scientifique, qui est la maladie d'un animal. Ce sont des scientifiques, ce sont des scientifiques qui ont une bonne connaissance des systèmes d'élevage, en tout cas qui doivent avoir une bonne connaissance des systèmes d'élevage, qui ont une bonne connaissance de la douleur, d'un certain nombre de paramètres physiologiques des animaux. Et Loïc Dombreval l'a rappelé tout à l'heure, ils ont un rôle à jouer, ils jouent déjà un rôle important dans l'élevage, ils ont un rôle peut-être différent, peut-être grandissant à jouer dans l'encadrement sanitaire de l'élevage. Alors à la fois vis-à-vis des pouvoirs publics, pour détecter un certain nombre de grandes maladies zoonotiques lors de leur émergence, mais vis-à-vis de l'éleveur comme conseiller en sanitaire, parce que le meilleur moyen de ne pas utiliser d'antibiotiques, c'est que les animaux ne soient pas malades quand même. Si effectivement, comme on l'a fait on l'a rappelé depuis une vingtaine d'années en Europe, on a interdit les additifs facteurs de croissance.
Donc on a un vétérinaire dont le rôle va probablement changer. La question, c'est quel modèle économique on met derrière, sachant que le vétérinaire a aussi, et c'est peut-être pas mon rôle en tant qu'agence de sécurité sanitaire de dire ça, mais le vétérinaire a aussi gagné de l'argent et continue à gagner de l'argent, et c'est bien normal, à se rémunérer sur la vente du médicament. Alors de moins en moins sur les antibiotiques, puisqu'on a justement réduit les marges. Avec l'effet pervers d'ailleurs de diminuer le prix des antibiotiques, mais si on diminue les marges, ce qui est pas forcément vertueux pour limiter leurs usages, mais malgré tout on y est parvenu. Donc il va falloir trouver d'autres modes de financement de la profession vétérinaire. Je sais qu'on a un certain nombre de confrères, dont certains sont dans cette salle, qui y réfléchissent déjà et collectivement. Alors c'est particulièrement vrai dans les filières dites intensives ou organisées, mais ça va commencer à être vrai dans les filières extensives ou semi-extensives ou en élevage bovin. Donc on a besoin de renégocier du contrat avec l'éleveur, de renégocier un partenariat avec une juste rémunération du vétérinaire avec les éleveurs, de façon à justement passer ce cap, de dire le revenu, en tout cas une partie du revenu, plus ou moins importante, n'est pas indexée sur les volumes de vente des antibiotiques, par exemple, mais d'autres molécules. Alors c'est important parce que vous savez qu'il y a eu un débat au moment où on parlait de l'antibiorésistance, où ça a commencé à émerger, sur le découplage entre la prescription et la vente. En disant la solution pour que les vétérinaires gagnent plus d'argent avec les antibiotiques, c'est de leur interdire de les vendre. Sauf que ça, d'abord, quand on se compare au niveau européen, il y a des pays qui l'ont fait, d'autres qui ne l'ont pas fait, et ça n'est pas indexé aux performances sur l'antibiorésistance et l'utilisation des antibiotiques. Bon, peut-être malheureusement, mais c'est comme ça. Et puis ça va, pour les territoires ruraux, ça va poser un problème de distribution. Si vous ne pouvez pas traiter tout de suite l'animal, s'il faut faire 15 km pour aller dans une pharmacie, c'est probablement pas la bonne solution pour les vétérinaires. En tout cas, c'est comme ça que ça a été défendu et c'est très bien. Mais par ailleurs, c'est quand même quelque chose, enfin c'est pas sur la vente des médicaments que demain le vétérinaire va se rémunérer. Et donc il faudra qu'il trouve, en tout cas dans les filières d'animaux de rente, et parce que dans les filières d'animaux de compagnie, on a quand même aussi les actes chirurgicaux, des choses comme ça, qui sont aussi à haute technicité et qui vont rémunérer le vétérinaire. Donc il faut réinventer un système de rémunération des vétérinaires parce que, là encore, Monsieur Dombreval l'a dit, et le président Guérin l'a dit, les vétérinaires, ils travaillent aussi pour gagner de l'argent et ça n'a rien de honteux. Et si demain les vétérinaires ne gagnent plus d'argent, il y aura juste plus de vétérinaires dans les campagnes et ça va être un problème. Ça va être un problème, y compris pour l'État, dans sa politique de sécurité sanitaire, parce que c'est le maillage territorial des vétérinaires, c'est les premières sentinelles des maladies émergentes, des maladies infectieuses graves pour le grand public, mais pour les animaux aussi. Les personnes qui ont détecté les premiers cas d'influenza aviaire, ce sont des éleveurs qui l'ont signalé à des vétérinaires qui ont constaté qu'effectivement ça pouvait y ressembler. Donc on a besoin aussi, de les maintenir, pour le service public, de maintenir des vétérinaires praticiens, pas forcément fonctionnaires, dans les territoires. Juste pour rajouter que la profession vétérinaire, dès lors qu'elle aura les outils techniques et scientifiques, l'intelligence individuelle et collective a toujours permis aux vétérinaires de rebondir. Donc il n'y a pas de difficulté à envisager d'autres modèles économiques. Et en fait, il n'y a même pas à les envisager, parce qu'ils existent déjà, ils sont déjà en action dans un grand nombre de structures. La prise en compte d'audit, du bien-être, le diagnostic et l'augmentation de l'offre de diagnostic et analytique sont à la clé de tout ça. Et comme le disait notre député et confrère Loïc Dombreval, il faut faire confiance aux vétérinaires. Je crois que c'est le plus important. Donc dans son monde de demain, si je comprends bien, encore si je vulgarise, des vétérinaires qui co-construisent quelque part avec les éleveurs un projet d'élevage vertueux, soucieux du bien-être animal, qui acceptent aussi le fait que certains animaux puissent tomber malades. Après tout, c'est la vie, mais qui peuvent intervenir très rapidement avec des outils
auquel vous faisiez peut-être allusion, hein, de diagnostic très rapide en isolant un animal et finalement traiter par antibiothérapie le bon animal au bon moment, au bon endroit. C'est vers ça qu'on s'oriente. Mesdames, Messieurs, merci. Ils ont tenu en 45-50 minutes, tout ça dans l'objectif de vous permettre de continuer à dialoguer entre vous ou avec les personnes qui sont présentes sur cette scène. Donc il y a des micros qui circulent et si vous voulez continuer cette discussion, il suffit simplement de lever la main et de vous présenter. Et bien voilà, des mains se lèvent. Il y en a 2 là au milieu et une 3e. Je dis ça pour les personnes qui gèrent les micros. Puisque le but de la journée, c'est quand même de vous permettre un temps d'échange assez long sur ces problématiques. Allez-y, monsieur. Bonjour, je suis Stéphane Cluzot, je suis vétérinaire praticien mixte. Alors j'entends tout. Il y a des choses où j'ai l'impression, alors désolé pour le terme, mais qu'il y a de la naïveté par rapport au niveau des filières. Au niveau des filières rurales, je pense que le vétérinaire en rural, il aura sa place le jour où les filières auront leur place en France. Moi, mon point de vue, il n'engage que moi, c'est que la France aujourd'hui, elle a levé le pied, elle laisse les filières crever à beaucoup d'endroits. Elle importe maintenant massivement des produits d'origine animale. Le scandale des viandes avariées qui vient de Pologne, pour moi, ça devient aberrant, mais je suis même plus surpris. Si bien que ma conclusion, c'est que au niveau veto, en pratique rurale, il y aura un avenir le jour où l'élevage français aura un avenir. Pour moi, aujourd'hui, l'élevage français, il n'a plus d'avenir. Voilà. Et après, juste la remarque au niveau des antibiotiques. Il est évident que moi, la question que je me pose, c'est comment les industriels y voient la chose, parce que les ventes d'antibiotiques, s'ils n'en font plus, notamment Virbac d'ailleurs, je pense qu'ils ne sont pas super heureux. Voilà. Bon, merci. Pour la filière, je ne peux pas répondre. Pour Virbac, oui, effectivement, c'est un moment difficile. Je ne peux pas le nier. Après, voilà, on a des ressources, on a des idées, on est sur des projets alternatifs qui devraient s'inscrire dans une démarche thérapeutique différente, offrir des nouveaux produits qui seront, on pense, plus en ligne avec les changements qui vont intervenir. Mais effectivement, on est toujours confronté à ces incertitudes. Et entre maintenant et le temps où les produits de remplacement vont arriver, je ne vous cacherai pas qu'effectivement, on a des journées un peu difficiles. Voilà, c'est comme ça. On se console ailleurs, sur d'autres segments thérapeutiques. Voilà. Mais dans ce que dit monsieur, ça implique évidemment que le vétérinaire n'est pas tout seul. Il est au centre d'un écosystème où il faut également que l'éleveur et que les filières aillent bien. Sinon, ça n'a pas de sens. Je voulais répondre sur l'avenir des filières. Alors, probablement parce que je suis un rural. Mais moi, je pense que les filières ont de l'avenir. Après, peut-être pas l'avenir qui est leur présent. Elles ont de l'avenir si les éleveurs... toute profession a de l'avenir si les gens qui l'exercent ont une juste rémunération par rapport à l'effort consenti. On ne peut pas demander à des gens de travailler 70 heures par semaine et de ne pas pouvoir faire vivre leur famille. Je ne parle pas de capitaliser et de devenir riche, mais simplement de faire vivre leur famille. Donc ça, c'est important. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on apprenne probablement en tant que consommateur à consacrer plus d'argent à notre alimentation qu'à nos téléphones portables. Et ça, c'est pas gagné. C'est pas gagné parce qu'il y a une dématérialisation du produit aussi. On parle de viande polonaise importée. Vous ne trouverez pas un beefsteak de viande avariée polonaise, ou pas inspecté en tout cas, chez votre boucher. C'est de la viande hachée qui va passer dans des produits transformés
dans lequel, à la fin, vous identifierez même pas que c'est du bœuf. En France, on importe énormément de volailles d'autres pays de l'Union européenne, notamment la Pologne. Vous interrogez un consommateur, il n'y en a pas un qui va vous dire qu'il a consommé de la viande de poulet de Pologne. Non, il achète du poulet au supermarché. C'est pas... Sauf que quand il achète des nuggets, il achète de la viande de poulet de Pologne. Sauf qu'il n'a pas conçu que c'était du poulet, forcément. Enfin, sauf si on lui demande de réfléchir un petit peu plus loin. Mais, et ça c'est important parce que l'avenir des filières, il peut y avoir deux avenirs. Hein. Il peut y avoir la viande in vitro. Il y a des boîtes qui sont en train de lever des millions de dollars en Californie actuellement. Et la première gamme de pet food vegan va sortir avec de la viande in vitro. Ou est déjà sortie. Enfin, c'était imminent en tout cas. Donc ça veut dire que des gens sont prêts à payer pour nourrir leurs animaux avec de la viande in vitro. Ce qui est assez paradoxal. Ça, c'est un avenir. Pas certain que ce soit le meilleur, mais c'est un des avenirs. Et l'autre avenir, c'est qu'effectivement, on ait des changements de pratique aussi dans les filières de production. Probablement que l'avenir à 20 ou 30 ans de l'agriculture et de l'élevage, c'est pas le même type d'élevage que celui qu'on pratique actuellement. Et c'est repenser ces systèmes d'élevage qui va faire que on va probablement aller vers une autre agriculture et une agriculture qui aura de l'avenir. Tout le monde nous dit vous allez consommer moins de viande. L'ANSES le dit. Nous, on conseille de consommer moins de viande parce que ça a des effets sur la santé. On a besoin de viande, mais pas trop. Il va falloir mieux consommer de la viande et de la viande peut-être plus chère. Après, au niveau mondial, c'est autre chose. La question, c'est de savoir si dans notre modèle, la France, elle doit être le pays producteur qui va nourrir les Chinois, qui va nourrir les Indiens. Encore que pour la viande, ça se discute là. Mais où la France va être plutôt exportateur au niveau européen, dans un marché européen, mais pas forcément dans la grande exportation. Ça aussi, c'est des modèles qu'on ne choisit pas, hein, parce que le prix il est des fois fait par les 3% qu'on exporte en grande exportation vers la Russie ou vers l'Asie. Mais de fait, c'est probablement des changements de modèle qui fera que les filières auront un avenir ou n'auront pas d'avenir, et qu'on aura ou d'un côté des producteurs ou de l'autre côté des jardiniers du paysage. Et ce n'est pas tout à fait la même chose, effectivement, et notamment pour les vétérinaires qui sont étroitement dépendants de l'élevage pour leur vie. D'autres questions? Monsieur, vous avez un micro. Bonjour, donc je ne suis pas vétérinaire, je suis responsable d'un centre de sauvegarde faune sauvage, donc en Bretagne. Donc je remercie beaucoup de vétérinaires parce qu'on travaille énormément avec les vétérinaires ruraux qui nous aident depuis une quinzaine d'années. Au niveau, si vous parliez au niveau finance tout à l'heure, c'est vrai qu'au niveau antibiotiques, on travaille depuis 15 ans avec des antibiotiques sous responsabilité des vétos. Mais à longueur de temps, on a besoin de faire des antibiogrammes. Donc ici, il n'y a aucun laboratoire d'analyse et c'est un peu dommage parce qu'au niveau des prix des antibiogrammes, vous parliez finance, c'est ingérable. On ne peut pas faire d'antibiogrammes parce que vu le prix que ça nous coûte et surtout en faune sauvage, on ne peut pas s'en sortir. Donc on est obligé de gérer avec des antibiotiques sans savoir exactement, comme vous disiez tout à l'heure, si on veut être pointu, si on veut vraiment aller chercher la résistance de la molécule par rapport aux antibiotiques. À l'heure actuelle, ça coûte beaucoup trop cher. Donc, effectivement, Virbac, s'ils arrêtent de faire des antibiotiques ou font moins d'antibiotiques, ils pourraient peut-être avoir des laboratoires d'analyse qui pourraient nous aider à aller là-dessus. Ça serait une autre manière. Merci. Je m'inquiète pas trop. l'idée. On reparlera à faune sauvage cet après-midi, monsieur. Bonjour. Manique de Kersauzon, je suis vétérinaire dans l'Allier. Mes questions se rapportent à l'environnement. J'ai une première réflexion et je m'adresse pour ça aux représentants du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement qui souhaitent travailler ensemble pour lutter contre la présence de xénobiotiques dans l'environnement et éventuellement pour diminuer le parasitisme des animaux. Je pense qu'il faut beaucoup se pencher sur la vie du sol. En agriculture, je ne sais pas s'il y a des pistes de travail là-dessus. Et ma deuxième question concerne, je regrette qu'on n'en ait pas parlé, la production des médicaments dans beaucoup de pays qui sont en dehors de l'Union européenne. Et je suppose que, notamment pour les antibiotiques, certains d'entre eux qui sont produits dans des conditions qui ne vont pas satisfaire nos exigences environnementales se retrouvent chez les vétérinaires. Alors, qui veut répondre notamment sur cette... Alors, pour la production d'antibiotiques, vous avez raison, on sait qu'il y a des véritables... Mais à nouveau, c'est une question de modèle économique. À partir du moment où on a des produits pas chers, on les produit en Inde, dans des conditions absolument désastreuses, je pense que vous faites allusion à ça, Tout à fait. Où les concentrations dans la rivière qui suit l'usine, les concentrations glycolone sont supérieures à celles que vous avez dans le sang.
C'est complètement intolérable, mais il y a des solutions à ça. C'est de rapatrier ces médicaments-là en Europe. Mais par contre, il y a un prix. Et tant que les prix sont dérisoires, parce que les prix des antibiotiques, y compris en médecine humaine, sont dérisoires, c'est une des raisons pour lesquelles l'industrie pharmaceutique humaine ne veut plus investir là-dedans, on gagne beaucoup plus d'argent dans le cancer, tant que les prix sont dérisoires, les gens n'iront pas. Et ils continueront d'importer. Voilà. Les prix ne sont pas les mêmes en médecine vétérinaire qu'en médecine humaine, hors sécurité sociale, je pense. Oui, vous faites allusion à tout ce qui se... Enfin, on sait... Alors, quand on voit les génériqueurs, ils vous disent que c'est fabriqué en Europe quand même. Ils oublient de dire que c'est les matières premières qui ne sont pas fabriquées en Europe. Mais ça, il y a des solutions à ça. On sait faire. On n'est pas obligé de tout acheter en Chine ou en Inde. Monsieur Abric connaît mieux ça que moi. Alors le mouvement a déjà eu lieu en fait en partie, alors pas sur tous, mais il y a déjà de plus en plus d'usines, de fabrication de matières premières qui sont relocalisées en Europe. Oui. Aussi parce que, en tant qu'industriel, nous avons besoin de visibilité et que nos fournisseurs sont censés respecter un certain nombre de contraintes réglementaires qui sont décrites dans les guides de bonnes pratiques de fabrication, par exemple, et aussi d'autres contraintes autour du travail des enfants, etc. Donc, nous sommes effectivement très attentifs à ça, de plus en plus, et de facto, par la montée des exigences en termes de qualité, qui a été quelque chose de très bien, ça a recentralisé, ça a remis des zones de production en Europe. Voilà. Parce que c'est beaucoup plus flexible, la qualité est meilleure, la visibilité réglementaire est plus importante, et on a vu effectivement il y a quelques années, pour être très clair, la disparition de pas mal de centres de production en Inde ou en Chine qui ont été inspectés par les inspectorats dédiés à ce travail et qui ont dû fermer leurs portes parce qu'ils n'étaient pas aux normes. Voilà. Et donc ça répond en partie à votre question, bien sûr, c'est les normes environnementales dans ces pays ne sont pas les mêmes que les nôtres, donc il y aura toujours des écarts, effectivement. Mais il y a une relocalisation progressive d'un certain nombre de médicaments, et pas forcément d'ailleurs ceux qui sont les moins chers, enfin les plus chers, pardon. Il y a aussi même sur des molécules qui sont assez peu chères, une relocalisation en Europe. Voilà. Des mains se lèvent à nouveau, plutôt devant. Ah pardon madame, allez-y. Bonjour. Voilà. Moi j'avais envie de rebondir par rapport aux différentes phrases qui ont été dites. Moi je suis vétérinaire dans le Pays Basque et je travaille maintenant uniquement en ostéopathie, acupuncture, phyto et homéo. Et je suis vraiment très, très touchée justement par la relation qu'on va avoir entre l'homme, l'animal et l'environnement. Et à un moment donné, je ne sais plus qui d'entre vous, parce que j'ai pris quelques mots un peu par-ci par-là, où vous disiez que le vétérinaire, qu'il y a vraiment une approche intellectuelle et raisonnée. Et moi, j'ai la sensation que parfois on a un petit peu perdu. Vous disiez qu'on allait vers de plus en plus de matérialisme et que les choses étaient de plus en plus dématérialisées. Et j'ai la sensation qu'on aurait vraiment tous, vous parlez aussi de changer les pratiques, les mindsets, qu'on aurait tous vraiment avantage à ouvrir les esprits, parce qu'il y a énormément de gens qui viennent me voir d'autres confrères, en cachette, parce que leur vétérinaire ou leur médecin, parce que c'est pareil en médecine, pour moi c'est vraiment tout le monde médical qui a vraiment, j'ai la sensation, c'est vraiment mon avis personnel, mais besoin d'ouvrir vraiment large en fait. Et j'ai énormément de gens qui viennent, par exemple parce qu'un animal est sous antibiotiques depuis 1 an, qu'il y a plein d'antibiorésistance, et en fait les gens ne s'en sortent pas, et finalement ils viennent en cherchant autre chose, parce que de toute façon ils n'ont plus rien à perdre. Il y aurait beaucoup de gens qui viennent aussi en disant moi par exemple l'homéopathie ou la phyto, tout ça, je n'y crois pas, comme de nombreux d'entre nous, de nombreux médecins, parce qu'en fait justement vous disiez qu'on ne peut pas vendre quelque chose dans les arguments scientifiques et qu'on a besoin de faire des études, des choses comme ça pour vraiment être sûr de ce qu'on va pouvoir proposer au public. Mais de plus en plus je sens que le public, pour ma part en tout cas, il n'est pas en recherche d'études, d'arguments scientifiques, il est en recherche de résultats et de se rendre compte que, oui, tiens, ce remède homéopathique, quand on le donne, on donne 3 granules à une vache de 600 ou un taureau d'une tonne, on voit qu'après, il y a une modification. Et moi, je pense qu'on a vraiment tout intérêt, si on veut garder la crédibilité du public, dans les écoles vétérinaires, vraiment à ouvrir vraiment large et à vraiment regarder dans plus de globalité, justement, dans la relation homme, animal, environnement, parce qu'il y a énormément d'animaux qui sont malades et qui en fait rentrent en résonance par exemple avec leurs propriétaires qui eux-mêmes sont dans un mal-être, qui eux-mêmes sont en résonance avec le lieu dans lequel ils vivent, qui n'est pas du tout par exemple construit
de façon où on va tenir compte par exemple de la géobiologie, donc on va construire sur des failles, sur des endroits où il y a de l'eau. Et tout ça, pour moi, ça fait partie d'un écosystème global dont on a complètement perdu la conscience, en fait. Moi, en tout cas, j'ai fait mes études en Belgique. À aucun moment, on m'a parlé de tout ça dans mes études. Et je pense vraiment qu'on a à ouvrir parce que de plus en plus, la société va vers une ouverture. Et quand vous disiez qu'on avait une approche intellectuelle et raisonnée, mais pour moi, on est censé aussi avoir une approche intuitive, en fait, où on va être à l'écoute du plus large. Quand les gens viennent nous voir en nous disant qu'il y a un problème depuis un déménagement ou depuis un décès, on ne sait pas en faire grand-chose. Et du coup, il y a des animaux qui tombent malades. Et pour moi, la gestion du terrain, que ce soit pour la rurale ou pour les petits animaux, ou pour la faune sauvage, c'est pareil, c'est vraiment réussir à gérer la globalité dans ce sens-là aussi. Voilà. Merci, madame. Bonjour. Oui, ici, pardon, monsieur. Bonjour, Julien Le Tual, vétérinaire praticien en Bretagne, en médecine bovine. C'était pour revenir sur la contractualisation. Donc c'est vrai que quelque chose que moi je mets en place tous les jours dans mes élevages. J'ai pas mal d'éleveurs qui sont mis en contrat depuis quelques années. C'est quelque chose qui marche, qui vraiment fait évoluer la relation éleveur-vétérinaire, qui replace le vétérinaire au centre des élevages. Après, ça permet vraiment aussi d'une utilisation beaucoup plus raisonnée des antibiotiques, de mieux traiter les animaux. Derrière, je pense qu'il y a aussi quelque chose à faire au niveau réglementaire concernant par exemple les bilans sanitaires, le fait que le vétérinaire sanitaire ne soit pas le seul à pouvoir mettre en place un bilan sanitaire dans les élevages. Ça, je pense que c'est quelque chose à remettre en place, mettre en avant la place du vétérinaire sanitaire. On a un mandat sanitaire qui commence petit à petit à se délabrer, n'a plus avoir trop de sens, je dirais. Et je pense qu'au niveau, par exemple, de la qualification du bien-être animal, ça nous permettrait, nous, en tant que vétérinaire sanitaire, de garantir ce bien-être animal. Pour ça, il faut qu'on soit dans les élevages. Donc, pour être dans les élevages, je pense que la contractualisation, comme je le disais, est quelque chose qui est important. Et derrière, au niveau de la rémunération, moi, ce que je constate dans les élevages dans lesquels je suis en contrat, je passe pratiquement toutes les semaines. Je vois par exemple que Carrefour envoie des personnes pour contrôler le bien-être animal. Je pense que ça, c'est quelque chose qui pourrait être fait par un vétérinaire sanitaire. On a quand même une qualification pour le faire. Et ça permettrait aussi une rémunération par l'aval à ce moment-là, et pas forcément que par l'éleveur. Voilà, donc c'est 2 points, je pense, qu'il faudrait un petit peu améliorer. Mais pour ça, il faut à un moment donné, je pense, passer par la réglementation aussi, pour vraiment valoriser le mandat sanitaire. C'est quelque chose d'essentiel à mon sens. Voilà. Attendez, monsieur, avant de vous rasseoir, vous avez installé ce système de contrat depuis combien de temps? Quel recul vous avez là-dessus? Et qu'est-ce qu'il y a dans ce contrat, dans les grandes lignes? Ça fait à peu près 5-6 ans qu'on a vraiment développé ça dans notre clientèle. Donc ce contrat, en fait, ça comprend une rémunération par vache par an dans l'élevage, et ça comprend tous les actes de base. C'est-à-dire que dès que l'éleveur a une vache malade, il peut nous appeler, ça fait partie du contrat. Voilà ce que ça comprend, tous les actes de base. Après, bien sûr, il n'y a pas de réduction sur le prix des médicaments, il n'y a pas d'autres. Le contrat. Mais qu'est-ce qui a changé dans votre relation justement aux éleveurs avec déjà, ce type de... Déjà, l'éleveur ne nous appelle pas en contrainte. C'est-à-dire qu'on est un partenaire privilégié et que même pour un conseiller au téléphone, ce conseil-là, il est pris en charge par ce contrat. Et dès qu'il y a le moindre problème dans l'élevage, il va nous appeler vraiment en première intention, avant de tenter des traitements qu'il pourrait avoir dans son bilan sanitaire, avant d'attendre de voir si jamais l'animal va aller mieux au bout de quelques jours. L'avantage pour nous, c'est qu'on arrive en première intention vraiment très très tôt au niveau des pathologies. Ça nous permet d'évaluer et de faire un traitement raisonné d'antibiotiques ou pas d'antibiotiques forcément en première intention. Et de l'expliquer. Et de l'expliquer, de revenir évaluer l'animal le lendemain ou même dans la journée s'il le faut. Ça, c'est compris dans le contrat. Alors que chez un éleveur qui n'est pas en contrat, on arrive souvent pas en première intention. On a la nécessité quand même économique pour l'éleveur de ne pas passer tous les jours, parce que sinon ça, après au niveau rémunération pour nous aussi, c'est plus gérable. Et de ce point de vue-là, nous, quand on est chez des éleveurs qui ne sont pas en contrat, on a une nécessité de sortir un arsenal thérapeutique quelquefois trop important sans doute. Alors que chez des éleveurs en contrat, on a vraiment une réévaluation, comme je disais, quotidienne des cas, avec en plus une prise en charge très tôt des pathologies qui
qui ne vont pas passer de manière collective, c'est-à-dire qu'on prend très tôt, comme on disait tout à l'heure, les pathologies au niveau individuel avant que ça devienne un problème collectif pour l'élevage. Et donc on peut mettre en place des préventions, on peut en discuter, on est au jour le jour avec nos éleveurs. Et dans ce cadre-là, je pense que vraiment on améliore tout ce qui est utilisation des antibiotiques et vraiment aussi une diminution. Donc vous diriez que les élevages se sont améliorés en 5 ans? Ah oui, de toute manière, oui, c'est clair. Il y a une gestion qui est beaucoup plus pointue des problèmes d'élevage. Et au-delà de ça, je dirais, les élevages se sont améliorés. Et aussi le bien-être de l'éleveur par rapport à toutes les pathologies qu'il peut rencontrer dans son élevage. Et donc ça, c'est quand même important. L'éleveur va mieux aussi. Et le vétérinaire aussi, je dirais. Parce que la relation qu'on a, c'est une relation de confiance. Et il faut quand même parler, même si on parle de bien-être animal, il faut quand même parler du bien-être des éleveurs et du bien-être des vétérinaires aussi dans leur pratique. Et moi, je suis aussi beaucoup plus satisfait de mes pratiques dans ces élevages-là par rapport à d'autres élevages. En 2 mots, juste comment vous avez construit le prix? Avec l'éleveur, en concertation? Non, on était basé, historiquement dans ma clientèle, on a lancé, ça a été lancé il y a 30-40 ans, donc on partait sur une base, entre guillemets, d'un prix fixe qu'on ne pouvait pas réévaluer. On avait 2 éleveurs historiquement présents en contrat sanitaire depuis 30 ans, et donc on avait un prix qui était déjà fixé quand on a vraiment voulu lancer la chose il y a 5-6 ans. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions? Monsieur? Oui, Joël Limousin, je suis éleveur en Vendée, en GAEC, à 6 associés. On fait bovin, viande, lait et porc. Et j'apprécie d'intervenir juste après monsieur, parce que je suis aussi vice-président de la FNSEA. Et sur cette question, relation éleveur-vétérinaire, me paraît bien sûr fondamentale. C'était intéressant d'avoir ce témoignage pour sortir de cette situation du curatif et de l'urgence. Moi, étant éleveur de porc, ça fait des années qu'on est sur de la prévention, de l'anticipation. Dans un élevage de porc, quand il y a un problème, on le paye cash. Je ne dis pas qu'on ne paye pas cash dans les autres secteurs, mais là, avec les organisations vétérinaires, ça me fait plaisir qu'on travaille depuis un certain nombre de mois pour essayer d'avancer sur cet enjeu de contractualisation, de co-construction, pour véritablement sortir de cette situation où on a fait la preuve ensemble, notamment sur la baisse des antibiotiques. Mais ça, M. Salva le sait très bien. 2012-2016, réduction importante en matière d'antibiotiques, y compris critiques. Ça veut dire qu'on l'a fait de façon commune. Je trouve que dans la communication, et je rejoins sur les enjeux de filière qui ont été présentés tout à l'heure, mais n'empêche que sur la communication qui est faite aujourd'hui, sans OGM, sans antibiotiques, etc., mais là, oui, mais moi j'en appelle quand même au pouvoir public de remettre un peu l'église là aussi au milieu du village. Parce qu'on donne le sentiment, dans cette communication, qu'il y a des risques. Alors que tout ce qui part de nos exploitations, eh bien, il n'y a pas de résidus dans notre lait et dans nos viandes. Donc il faut qu'on sorte de cette situation de doute auprès du consommateur. Et là, il y a un peu urgence de réagir dans cette communication parce que l'enjeu sanitaire me paraît fondamental. Donc nous avons fait le choix d'avoir des agriculteurs sur l'ensemble des territoires, avec cette grande diversification de ces territoires. Oui, le maillage territorial, pour nous, c'est un point fondamental. On ne peut pas rester dans cette situation où chacun suspecte l'autre. Donc cette approche de contractualisation, on doit accélérer le dispositif. L'aspect du médicament, c'est un élément, y compris sur les prix des médicaments dans d'autres pays européens, qui sont beaucoup moins chers. Les tentations sont grandes. Alors, je tape peut-être dans la fourmilière, mais on a besoin aussi de mettre les choses bien au clair pour ne pas mettre l'éleveur en suspicion sur le sujet. Moi, j'attends vraiment qu'on puisse accélérer prévention, anticipation. Et ma question, c'est plus sur le volet vaccin, auto-vaccin. Comment on peut avancer plus fortement, parce qu'on pourrait faire des avancées considérables qui permettraient à l'éleveur d'être beaucoup plus à l'aise. Oui, il faut qu'on ait quand même des éleveurs qui vivent au niveau de l'ensemble des filières. On est complètement d'accord, parce que c'est comme ça qu'on maintiendra. Mais il faut aussi que les vétérinaires s'installent, soient formés et considèrent que les animaux de rente, c'est un métier d'avenir. Merci, monsieur. Alors, je vais prendre une dernière question et puis on passera... Allez, 2 questions courtes et puis on passera
au chapitre suivant. Bonjour, Alain Guignard, je suis vétérinaire inspecteur. Je voudrais aussi ajouter qu'on n'a pas beaucoup parlé des relations entre l'administration et les vétérinaires. L'administration, effectivement, est là pour aller voir ce qui se passe chez les vétérinaires au niveau de la pharmacie, mais on est aussi là pour les aider à améliorer leurs pratiques et pour qu'elles deviennent plus vertueuses. On n'est pas naïf, on sait bien que c'est pas simple, la réglementation est compliquée, et quand on est devant un animal, il faut le soigner, parce que la première vertu du vétérinaire, c'est quand même de soigner les animaux qu'on lui confie. S'il est amené à faire des pratiques qui ne sont pas exactement celles qui sont prévues, eh bien, ils peuvent nous demander, on trouvera des solutions, et si on ne trouve pas les solutions, on aidera à en trouver, parce qu'on est là aussi pour ça. Merci, monsieur. Une toute dernière question, ou peut-être une remarque. Juste au premier rang, le micro, s'il vous plaît. Voilà. Et madame. Bonjour. Je vais me faire taper sur les doigts si on déborde. Rapidement. Allez-y. Je suis praticienne canine dans le sud-ouest. On est près de la frontière espagnole. On nous a dit qu'on avait été vertueux sur le plan éco-antibio. On a fait beaucoup d'efforts en France sur la baisse de la prescription, la délivrance de médicaments. J'aimerais savoir à quel niveau peut se discuter le fait qu'il puisse y avoir un prix unique du médicament ou un prix d'État ou je ne sais pas quoi du médicament qui fait que des éleveurs ne peuvent pas aller par exemple à la frontière espagnole chercher des antibiotiques beaucoup moins chers hors du plan sanitaire d'élevage avec des vétérinaires qui leur font des ordonnances à la frontière dans les Ventas. Ce n'est pas anecdotique. Et pourquoi ce médicament, il n'a pas une législation particulière qui fait qu'il ne serait pas un bien de consommation courant, avec le prix qui dépend de qui l'achète, en quelle quantité, à quel endroit. Pourquoi il n'y a pas une régulation pour qu'il n'y ait pas de choses comme ça qui arrivent en fonction des frontières ou d'où on l'achète? Dans la connaissance que vous en avez, monsieur Salva, est-ce qu'il y a des éléments de réponse sur ce problème des frontières poreuses? Je laisserai peut-être parler Bernard Vallin là-dessus, parce que c'est lui qui a introduit le concept d'antibiotique bien commun de l'humanité, compris pour... il en fait partie en tout cas de ceux qui ont introduit ce... Et je partage le fait que, étant un bien commun de l'humanité, on devrait avoir une certaine régulation. Mais bon, après, je pense que à l'échelle européenne, je suis suffisamment naïf pour penser qu'on y arrivera peut-être, mais on n'y est pas arrivé pour les cigarettes, par exemple, avec les mêmes problèmes de trafic transfrontalier. C'est évidemment, oui, sur des molécules qu'on considère comme aussi importantes pour la santé publique, oui, évidemment, il faudrait avoir un marché complètement régulé. Après, je dois être trop vieux, moi je suis issu des plans quinquennaux, de la régulation des prix, etc. Donc c'est des vieux concepts qui ne vont pas très très bien avec l'économie de marché, mais on voit bien sur le prix des antibiotiques, il y a quand même quelque chose on a été plusieurs à le dire, ils ne sont pas assez chers, concrètement. Mais au-delà de ça, il faudrait surtout qu'ils soient à peu près le même prix partout sur le marché unique. Ce sera quand même plus dur d'aller les importer directement de Chine. Encore que la vente sur Internet, ça peut se développer. C'est un phénomène qu'on ne connaît pas trop bien encore, mais sur lequel l'Agence du médicament vétérinaire a un observatoire, et on essaye de regarder ce qui se passe. Mais effectivement, oui, je souscris au fait qu'il faudrait qu'on ait moins de différence de prix. Et je pense que nos confrères espagnols et les éleveurs espagnols s'en porteraient pas plus mal, parce que c'est pas on va dire que c'est pas le pays le plus vertueux en Europe en termes d'utilisation des antibiotiques. Je le dis d'autant plus facilement que la France n'est pas non plus le pays le plus vertueux, on n'est pas en tête, mais on a quand même gagné des places, comme l'a dit Joël Limousin, au cours des dernières années. On a quand même gagné beaucoup de places sur l'utilisation des antibiotiques. Dernière intervention, monsieur. Oui, merci, je vais être bref. On n'a pas évoqué certains facteurs de risque externes, et celui qui vient d'être évoqué en est un. Effectivement, la bactérie tueuse liée à un mauvais usage des antibiotiques, elle viendra probablement d'un pays où moins 10 ans, où il n'y a absolument pas de réglementation, où les antibiotiques sont vendus comme des bonbons. Et il y en a encore des dizaines de pays comme ça. Donc il faut considérer que c'est un bien public mondial et qu'il faut exercer une pression politique au niveau des institutions internationales pour faire bouger les choses dans ces pays qui n'ont pas pris la mesure de ce risque. Et il y a un deuxième risque qui n'a pas été évoqué, ce sont les pratiques en médecine humaine.
Les antibiotiques sont consommés massivement, si je prends la France, par 67 millions d'habitants. Il y a un pourcentage significatif qui en consomme et c'est excrété majoritairement par l'urine ou les fesses. Ça aboutit dans des égouts qui sont collectés et ces résidus se retrouvent dans des boues qui sont épandus dans les champs. Il faut le savoir. Et donc là, il y a un facteur dont on ne parle pas. Et puis il y en a une partie qui se retrouve dans les rivières et dans les lacs. Donc il ne faut pas non plus que la profession vétérinaire porte tout le fardeau de la gestion de risques liés aux résidus d'antibiotiques. Et je crois qu'il faut aussi signaler que nous ne sommes pas tout seuls à devoir porter ce fardeau. C'est important de le préciser. Chacun prenant sa part, bien sûr. Merci, messieurs. Merci à vous.